Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur le contexte géopolitique après le triple attentat à l'aéroport d'Istanbul. La piste privilégiée est celle du groupe État islamique. On va analyser avec de nombreux invités la politique étrangère menée par le président turc Erdogan. Des changements majeurs sont intervenus ces derniers temps. Sur ce sujet, le débat est à suivre. Le rendez-vous qui laisse la place aux jeunes, ces paroles de jeunes. Régulièrement, vous le savez, nous invitons des jeunes gens engagés en politique, dans le milieu associatif ou bien issus de la société civile pour débattre, présenter de nouvelles idées. Et ce soir, Parole de jeunes est consacrée à l'Europe, bien sûr. Qu'attendent encore les jeunes de cette Europe à 27 ? On leur posera la question tout à l'heure. Enfin, l'entretien, c'est une psychanalyste reconnue. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages de référence. Claude Almos nous parlera ce soir de son métier, sa passion, la psychanalyse, et ses inspirateurs, Jacques Lacan et Françoise Dolto. Dans notre société sous tension, on lui demandera aussi quels sont les chemins propices à la sérénité. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité. Vos questions, vos réactions via notre hashtag OVPL. Et tout de suite le journal avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. L'ombre de Daesh plane ce soir sur le triple attentat qui a frappé l'aéroport d'Istanbul en Turquie. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Hier, 3 kamikazes se sont fait exploser dans le terminal international. Au moins 41 personnes sont mortes. Selon François Hollande, il y a 2 Français blessés légèrement, mais le bilan n'est toujours pas définitif. Julie Hulin. Le bilan n'a cessé de s'alourdir ces dernières heures en Turquie. Istanbul, touché par l'attentat le plus meurtrier de son histoire. 21h hier soir, 3 kamikazes ouvrent le feu à l'entrée du terminal international, mitraillant des passagers et des policiers en faction avant de se faire exploser. Le président turc a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme. Dès hier soir, François Hollande a exprimé sa solidarité. Je veux condamner fermement cette attaque et faire en sorte que nous puissions connaître exactement les auteurs pour que, ensemble, nous puissions faire tout ce qu'il est possible d'engager contre le terrorisme. Si aucune revendication n'a été reçue pour l'heure, les autorités turques penchent déjà vers l'hypothèse d'un attentat perpétré par l'organisation État islamique. Depuis près d'1 an, le pays est plongé dans un climat de violence. Les attentats se sont multipliés à Istanbul et Ankara, faisant plus de 200 morts et des centaines de blessés. Des attaques attribuées au groupe État islamique ou aux indépendantistes kurdes. En France, va-t-on vers une sortie de crise sur la loi travail? Rien n'est moins sûr. En tout cas, ce soir, François Hollande, dans une longue interview aux Échos, réaffirme que l'article 2, très critiqué, sera maintenu dans le texte. Il précise que le gouvernement aurait à nouveau recours au 49.3 si besoin. Aujourd'hui, Manuel Valls a reçu les syndicats. À la sortie, le patron de la CGT, Philippe Martinez, a estimé que les désaccords persistent ce soir. Pour le Premier ministre, les discussions ont été utiles. On l'écoute. Éclaircir, préciser, rassurer, oui, évidemment, mais sans jamais transiger sur le sens de ce texte. Personne, d'ailleurs, n'aurait à gagner un compromis artificiel. Il ne serait pas utile aux entreprises comme aux salariés. Dialoguer, bien sûr, mais sans jamais renoncer à notre ambition de réforme. L'après-Brexit maintenant. À Bruxelles, les Européens se sont concertés toute la journée sans les Britanniques pour préparer la sortie du Royaume-Uni et pour tenter surtout de trouver une nouvelle impulsion au projet européen. Sandra Cerqueira. Il manquait une voiture dans le ballet des Berlines aujourd'hui à l'arrivée du sommet européen. David Cameron est reparti pour Londres hier soir, laissant l'Europe à 27. Mais même absent, la pression se fait de plus en plus forte sur le Premier ministre britannique démissionnaire. Les dirigeants européens l'invitent à lancer au plus vite la procédure de départ de l'Union. Les institutions européennes souhaitent tourner la page rapidement pour éviter l'enlisement et envoyer un signal de fermeté à tous les États membres tentés par une prise de distance. Le Royaume-Uni restera un partenaire privilégié, mais devra assumer les conséquences de son choix. Les discussions ont permis d'établir que l'accès au marché unique passera par l'acceptation des 4 libertés fondamentales, y compris la liberté de mouvement. Le marché unique ne se décline pas à la carte. Dans ce climat, l'Écosse, elle, compte bien jouer sa propre carte.
La première ministre écossaise, reçue par les présidents de la Commission et du Parlement européen, s'est dite encouragée par la volonté d'écoute trouvée. Car le pays compte bien rester dans l'Union européenne et défendre à tout prix ses intérêts, même si cela doit passer par l'indépendance. On va tout de suite prendre la direction de Bruxelles. On y retrouve notre envoyée spéciale Nora Hamadi qui suit pour nous les discussions. Ce soir, les dirigeants européens, les 27, se sont déjà donné rendez-vous à la rentrée. Nouveau rendez-vous fixé le 15 septembre prochain à Bratislava pour un nouveau sommet informel des chefs d'État et de gouvernement, cette fois-ci toujours à 27. L'idée, c'est de relancer l'Europe autour de 4 priorités, la sécurité et la défense, l'investissement, la croissance et l'emploi, et notamment envers les plus jeunes du continent. François Hollande a d'ailleurs plaidé pour que chaque jeune Européen puisse passer une partie de sa scolarité dans un autre pays de l'Union. Ce sommet a donc accouché d'une déclaration de principe et d'unité. L'idée, c'était de faire taire aussi les dissensions au sein des 27, notamment sur la question de l'approfondissement de l'Union européenne. De l'aveu même du président de la République, il va être difficile de travailler sur la question de l'harmonisation fiscale et sociale. Quand on voit à quel point notamment les pays d'Europe de l'Est y sont opposés, il sera toutefois nécessaire de consolider la zone euro autour, par exemple, pourquoi pas, d'un parlement de la monnaie unique. Une option qui est elle aussi loin de faire l'unanimité. En attendant, la concurrence entre les pays d'Europe a d'ores et déjà commencé pour accueillir les entreprises basées au Royaume-Uni qui souhaiteraient trouver refuge sur le continent pour continuer leurs affaires. L'Europe des 27 reste un espace de concurrence avant tout. Merci Nora pour toutes ces précisions. On revient maintenant sur le triple attentat qui a frappé la Turquie hier soir. Attaque qui n'a toujours pas été revendiquée. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, c'est une profonde onde de choc qui secoue la Turquie et au-delà. Bien sûr, après le triple attentat d'Istanbul, la piste qui est privilégiée est celle de l'organisation État islamique. Alors on va analyser ce soir la politique étrangère menée par le président turc Erdogan. Des changements majeurs sont intervenus ces derniers temps. Quels éventuels liens de cause à effet y a-t-il avec ces attentats? On en parle avec nos invités. Nedim Gürsel, bonsoir. Bonsoir. Grand écrivain turc, auteur de nombreux romans, ouvrages, notamment sur la Turquie. Merci de nous accompagner. Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des questions stratégiques et internationales, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Nous accompagne également Martine Gozlan, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Marianne, essayiste, auteur notamment de L'imposture turque aux éditions Grasset. Et puis le sénateur UDI Yves Pozzo di Borgo, bonsoir. Merci de nous accompagner. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans les considérations géopolitiques et de politique intérieure aussi, Nedim Gürsel, depuis hier, on le rappelle, on le répète, votre pays, la Turquie, est très durement touché. C'est une longue, très longue, trop longue série d'attaques, d'attentats. D'ailleurs, quelle que soit l'origine et les revendications, même si ce soir la marque de Daesh laisse peu de place au doute, mais depuis un an, ce sont des familles endeuillées, un pays secoué et très fragilisé. Oui, malheureusement, c'est le cas. Et cet attentat n'est pas le premier, il n'est pas non plus le plus meurtrier. En tout, il y a eu, paraît-il, 16 attentats en un an, ce qui est très inquiétant. Alors, on va essayer peut-être d'analyser les causes de cette situation, c'est-à-dire la Turquie est-elle devenue la cible principale du terrorisme international? C'est cette question-là qui se pose, je crois. Qui est majeur. Peut-être un détail qui n'en est pas un, Pierre connaît ça, mais pour poser la question directement, cet attentat porte le sceau, la marque de Daesh, et beaucoup d'experts se demandent pourquoi il n'y a pas de revendication. Et certains répondent bien que l'organisation État islamique n'a pas l'habitude de revendiquer ses actes dans ce pays. C'est le cas ? Oui, ça laisse quelque chose, c'est une stratégie de communication assez troublante parce que partout ailleurs, justement, Daesh revendique précisément et a adopté, je dirais, une logique de vérité dans sa communication. C'est-à-dire qu'ils ne revendiquent que les choses dans lesquelles ils estiment avoir une responsabilité. Mais je ne sais pas pourquoi en Turquie, peut-être justement parce que le terme de terrorisme international ne signifie rien. Il y a des terrorismes. Il n'y a pas un terrorisme international, il y a des terrorismes, il y a le terrorisme kurde, il y a le terrorisme de Daesh, etc. Et donc, utiliser un concept vague comme ça ne permet pas d'expliquer les chiffres impressionnants qu'a cité monsieur. C'est-à-dire 18 attentats en un an, c'était extraordinaire. Il n'y a pas de pays qui a été plus touché par le terrorisme que la Turquie ces dernières années. Donc, le fait de revendiquer ou de ne pas revendiquer participe probablement de cette logique de brouillard
qui fait qu'on va pouvoir continuer à alimenter l'ambiguïté, la de tension. confusion. Ce soir, Yves Pozzo-di Borgo éventuellement à l'organisation État islamique qui serait à l'origine de ce triple attentat. D'abord, je voudrais rendre hommage à toutes les familles. C'est des gens qui sont touchés. Je crois que monsieur citait ces 18 attentats, d'après ce que j'ai comme chiffre, et plus de 300 morts. Alors c'est PPK, c'est Daesh qui ne revendique pas, c'est d'autres inconnus. Mais je crois que ce qui a été le plus marquant cette fois-ci, c'est que c'est un aéroport international que tout le monde connaît, qui est extraordinaire, qui est un des plus beaux aéroports du monde, et qui n'y est pas passé quand on va en vacances. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme nous, le Bataclan, on s'est senti touché plus directement par ce genre de choses. Or, la Turquie, depuis un an déjà. Je crois que ces 18 attentats, c'est depuis un an. Et alors évidemment, et tout ça, il faut l'expliquer. C'est complexe, c'est un monde complexe. Nous, la France et l'Europe, on a besoin de ce grand pays, comme on a besoin de la Russie. Ce sont ces deux grands ensembles, si vous voulez, qui sont difficiles pour nous, mais que nous ne pouvons pas oublier, qui sont surtout des partenaires, non seulement stratégiques, mais économiques. Voilà. Et on va développer, le débat, on va développer l'argumentaire. Martine Gozan, on va entrer dans le cœur de notre débat, consacré ce soir aussi à la politique étrangère d'Erdogan. Et peut-être qu'il y a un lien, on va être très prudent. Est-ce que vous êtes d'accord, Martine Gozan, pour dire qu'il y a deux temps dans cette politique? Il y a eu le temps du laisser-faire, certains disent la complicité vis-à-vis de Daesh, et puis un tournant majeur où la Turquie s'est engagée, y compris sur le terrain contre le djihadisme. Est-ce que ces deux temps sont clairs aujourd'hui? Rien n'est clair en réalité. Rien n'est clair dans la politique d'Erdogan. Parce que lorsqu'on dit un laisser-faire, c'est en fait moi j'adhère à votre qualificatif de complicité. Parce qu'actuellement, il y a des confrères qui sont sous le coup d'une accusation d'espionnage, les confrères du journal Cumhuriyet, et qui ont eu d'ailleurs le prix 2016 de Reporters sans frontières, tout simplement parce qu'ils ont divulgué les images de la livraison d'armes par les services secrets turcs aux djihadistes. C'est-à-dire que c'est une complicité qui est en images et qui a valu les foudres les pires, l'embastillement et un procès tonitruant aux journalistes turcs. Il y a un autre journaliste, Kadri Gürsel, qui porte le même nom que Nedim, qui a été licencié de son poste d'éditorialiste de Milliyet pour avoir, il y aura bientôt un an, rappelé la responsabilité écrasante d'Erdogan, du président turc, dans le chaos qui s'abat sur son pays. Il y a une complicité. Et Erdogan, qui nous répète sans arrêt, qui a fait, et d'ailleurs avec l'indulgence, une certaine indulgence depuis de longues années, qui s'est interrompue maintenant, mais depuis de longues années parmi les beaux esprits européens, il s'est fait l'ami des djihadistes. Ensuite, il a changé. Mais quoi ? Daesh, pourquoi ce brouillard sanglant et ces non-revendications si étranges? Et pourquoi cet acharnement? C'est que l'État islamique est partout en Turquie. Comment à la fois bénéficier des complicités, et j'en resterai là pour le moment, des services secrets turcs, et penser qu'il y a eu un coup d'arrêt dans l'état profond à l'imbrication entre Daesh et les couches profondes des services sécuritaires ou non sécuritaires. Alors c'est un dossier éminemment complexe. Oui. Nedim Gürsel, vous aussi, vous avez le regard intérieur aussi depuis la société turque, parce que c'est elle qui est durement touchée. Là, on parle ce soir de la politique étrangère de M. Erdogan pour savoir s'il y a un lien. Mais quel est le regard de cette société turque? Est-ce que, comme nous, ici, est-ce qu'ils voient qu'il y a eu ces deux temps de la politique étrangère et est-ce qu'ils le subissent ainsi? Écoutez, je vais souvent en Turquie, donc l'aéroport d'Istanbul est un lieu que je connais bien. Donc cet attentat m'a particulièrement touché, comme beaucoup de Turcs, beaucoup de gens innocents viennent de perdre leur vie. Moi, je me pose aussi une question. Personne ne parle de la défaillance des mesures de sécurité. Donc, nous avons dit qu'il y a eu 18 attentats en Turquie. Bien, et le ministre de l'Intérieur est toujours là. Le ministre de l'Intérieur belge a démissionné après l'attentat de Bruxelles. Et puis, il faut aussi dire que ce climat de peur et d'inquiétude peut-être sert
au président Erdogan qui pense aux élections anticipées du mois d'octobre, car il veut instaurer un régime présidentiel autoritaire, mais il n'a pas le nombre de députés suffisant au Parlement pour changer la Constitution. Donc c'est aussi, je crois, une probabilité. Alors dans ce climat d'attentats et de peur, est-ce qu'on peut vraiment parler On a souvent entendu ça. d'un climat démocratique normal? On a souvent entendu, même dans le passé, pour d'autres pays, que le terrorisme servait les hommes forts qui sont installés, autocrates, dit-on. Est-ce que c'est le cas? J'ai pas du tout cette vision. Moi, je tendance à penser, il faut imaginer que ce pays est un pays qui est un grand pays, qui est lui-même divisé, 70% de Turcs, des Kurdes, des Alévis. N'oubliez pas, à la frontière, il y a la guerre en permanence. C'est comme si nous, en France, nous avions la guerre en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie. C'est ce qu'ils ont. Donc on ne peut pas raisonner avec nos schémas. Moi, je comprends l'émotion de madame concernant les journalistes. Mais il ne faut pas oublier... Est-ce que je peux terminer, madame? Je vous en prie. Bien sûr, et je confirme tous ces faits. Sauf que Daesh, ce n'est pas du tout un soutien à Daesh. Tout simplement, Daesh était pour Erdogan le moyen de contrer les Kurdes. Rappelez-vous cette image de Kobané, quand vous aviez à l'époque les Kurdes, les femmes kurdes qui se battaient contre Daesh à Kobané, eh bien vous avez une rangée de chars turcs en Turquie qui ne bougeaient pas. Mais on ne peut pas analyser, je veux dire, avec l'émotion ce genre de choses. Il faut analyser avec la volonté, les rapports de force qu'il y a d'un pays qui est très complexe, d'un pays qui est difficile à gérer. Comme tout à l'heure, vous parlez de l'affaire présidentielle. Je suis allé observer les élections là-bas. J'ai trouvé d'ailleurs que les élections, le jour même, je ne parle pas en amont et après, les élections étaient quelque chose d'extraordinairement bien géré. Tous mes collègues parlementaires qui étaient sur l'ensemble de la Turquie ont été impressionnés, sont chaque fois impressionnés de voir que les élections en Turquie sont un élément fondamental de la démocratie turque. Mais alors, je reviens à ce que vous disiez sur le présidentiel. Il ne faut pas oublier que ce régime, tel qu'il est à l'heure actuelle, n'a pas pu empêcher les coups d'État. Et on sent très bien dans la classe politique turque qu'il y a une volonté d'avoir un système présidentiel plus solide. Alors évidemment, le problème, c'est que ce système présidentiel qu'ils attendent, il est de façon conjointe avec Erdogan, qui est complètement, je veux dire, paranoïaque, qui s'est fait construire un palais qui doit être 4 ou 5 fois à Versailles, ou 3 ou 4 fois à Versailles, mais ça correspond à un besoin du pays. Et c'est en fait un système présidentiel à la française qu'ils souhaitent. C'est pour ça que ne caricaturons pas la Turquie. Mais vous êtes en train de nous dire, je vais vous faire réagir Pierre Conessac, que ça va être de plus en plus compliqué de faire la leçon, j'allais dire entre guillemets, à Erdogan, sur la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de la presse, parce que les Occidentaux, parce que l'Europe, parce que un petit peu tout le monde ont besoin de cet homme fort en Turquie, comme ils ont eu besoin, et ils ont besoin d'Al-Sisi en Égypte. Mais moi, je dirais que nous n'avons pas besoin d'un homme fort en Turquie. Pourquoi nous aurions besoin d'un président autoritaire qui ne respecte pas la démocratie, qui défie tous les jours les dirigeants européens? Pourquoi le peuple turc aurait besoin de ça? Ce que j'ai ressenti, c'est que tous les universitaires que j'ai vus là-bas me disent on a besoin, et les hommes politiques, on a besoin d'un régime présidentiel. Je n'ai pas dit un régime autoritaire comme celui d'Erdogan, mais ils considéraient que le régime présidentiel... De la stabilité du régime présidentiel. Mais votre avis, Pierre Conessac, quelle stabilité, quelle force? Le régime parlementaire convient très bien à la Turquie. Attendez, mais pour l'instant, Erdogan est toujours en place. Pourvu que ce régime respecte les valeurs démocratiques. Nous n'avons pas besoin, encore une fois, d'un homme fort comme Poutine, comme, je ne sais pas, Monsieur X, etc. Et vous le rappelez avec force. En tout cas, ça ne me convient pas. Pierre Conessac. Je voudrais revenir sur votre question sur les deux époques de la politique extérieure d'Erdogan. N'oubliez pas que, simplement, Erdogan a deux ennemis différents. La première phase, c'était quand même lutter contre les Kurdes. Il y a l'épisode de Kobané. Et donc, pendant longtemps, la logique de la politique extérieure du gouvernement Erdogan, c'était effectivement d'obtenir la tête de Assad si c'était possible, mais enfin la source principale c'était empêcher les Kurdes de se muscler. Bon. Il faut quand même penser que c'est une guerre qui depuis 1984 a fait 40 000 morts quand même, la guerre dans le Kurdistan en turc. Donc cet arrière-fond, c'est que c'est effectivement un niveau de violence, si vous voulez, important. Deuxième caractéristique, les attentats contre les manifestations kurdes, on n'est pas sûr que ce soit pas l'extrême droite turque qui les fait, ou peut-être les services de sécurité. Donc il y a un troisième type d'attentat terroriste, si vous voulez, qui tient à un vieil héritage, si vous voulez, du nationalisme turc version hard, si vous voulez, et qui est prêt à taper sur n'importe quelle entité qui serait
qui contesterait l'identité turque du pays. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui me paraît très important et qui explique quand même la situation difficile dans laquelle se trouve la Turquie, c'est que c'est un pays qui a vécu toutes les crises autour de chez lui. Il y a eu la crise de la Bosnie, il y a eu la guerre Iran-Irak, il y a eu l'embargo. C'est quand même la région de l'extrême-orient turc a subi 3 embargos successifs imposés par la communauté internationale. C'était l'embargo sur l'Iran à l'époque de la Révolution, ça a été l'embargo sur la Turquie après, et maintenant c'est l'embargo sur la Syrie. C'est-à-dire dans la région la plus pauvre de la Turquie, on impose des embargos qui sont décidés à New York et on s'étonne qu'il y ait du trafic. Donc si vous voulez, toute cette ambiguïté-là, c'est la façon dont on voit la réalité quotidienne avec des principes de base. Et puis aujourd'hui, effectivement, Erdogan subit cette espèce de collusion objective qu'il a eue avec les djihadistes qui, eux, n'ont vraiment aucune morale. C'est-à-dire, on ne va pas taper sur nos anciens alliés. Il y a effectivement des cellules dormantes en Turquie. Et donc, si à l'occasion on peut augmenter la zone d'insécurité, si vous voulez, frontalière. Ça va permettre de fournir un sanctuaire, ça va permettre de fournir des bases de repli où pourront aller se réfugier les combattants, etc., etc. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile pour la Turquie. Ça ne veut pas dire que ça justifie la position de M. Erdogan, mais si on ne prend pas la façon dont ce pays a vécu ces 20 dernières années, on ne comprend rien. Mais vous entendez ce que dit le président Erdogan. Il dit il faut m'aider, il faut aider la Turquie, il faut que l'Europe, qui en ce moment tape à bras raccourcis sur la Turquie, parce qu'il y a eu le Brexit, mais pour des raisons autres, eh bien, il dit arrêtez cela, il faut aider la Turquie, qui d'abord paye, j'allais dire, le tribut des migrants. Quelque part, je crois que c'est 2 millions. C'est même 4 millions de millions. C'est un pays fragilisé au-delà d'Erdogan. Donc on pense aussi d'abord aux Turcs quand même. C'est un pays qu'il faut aider. On peut entendre ce message. Oui, mais moi je crois qu'il faut faire la distinction entre le peuple turc et aujourd'hui entre le peuple d'Istanbul dont nous sommes totalement solidaires, le peuple turc dans son ensemble, et aussi la distinction entre cette solidarité quasiment instinctive et culturelle et je dirais, d'ailleurs je récuse le qualificatif d'émotionnel parce que c'est un mot extrêmement dévalué. Donc je dirais plutôt que nous devons en rester à l'examen des faits. Monsieur, puisque vous mettiez cela en cause. Et les faits, c'est que nous ne devons absolument pas nous sentir de culpabilité vis-à-vis d'un régime qui a bafoué absolument tous les droits. Il n'y a pas de culpabilité. La question, c'est comment réagir aujourd'hui avec la Turquie qui est menée par Erdogan. Mais comment réagir à une politique qui n'a pas été celle d'un homme d'État, mais celle d'un homme qui a absolument divisé un pays qui était déjà éclaté et dont il fallait au contraire contribuer à apaiser les blessures. C'est surprenant. Dites-moi que la démocratie en Europe, où vous avez quelqu'un qui est élu avec 50% des voix, c'est plutôt rare, et au premier tour. Mais monsieur, vous faisiez l'apôtre de la dernière élection. Oui. Mais souvenons-nous des véritables coups de force. Écoutez, ces dernières élections. C'est pas moi d'ailleurs, c'est le Conseil de l'Europe et l'OSCE. Elles ont été jalonnées d'incendies, de permanence de l'opposition. On ne va pas refaire l'élection. Attendez, écoutez, les observateurs. Erdogan est au pouvoir. Nedim Gürsel, je voudrais insister aussi sur un important virage diplomatique, géopolitique et politique d'ailleurs, qui fait dire à beaucoup que Erdogan est un grand pragmatique, peut-être pas un idéologue. C'est le rapprochement, je vous laisserai réagir, c'est le rapprochement à grands pas, vraiment, avec Israël et la Russie. Ce n'est pas anodin. Les relations étaient brouillées depuis très longtemps. Et pour répondre à l'isolement régional de la Turquie, voilà 2 alliés de poids aujourd'hui qui rejoignent la Turquie. C'est pas rien. Je me demande d'ailleurs si cet attentat n'est pas une réaction au rapprochement de la Turquie avec Israël. C'est vrai que Erdogan est un homme pragmatique. Il est même un peu trop pragmatique, car pendant 3 ans, il n'a pas cessé de répéter qu'il n'y aurait aucun rapprochement avec Israël et que c'était exclu, etc. Et puis, avec Poutine, c'est la même chose, que la Turquie n'avait pas à s'excuser, que la Russie n'avait rien à faire dans la région et que sa présence était plus que contestable. Hier, il a envoyé une lettre d'excuse au président Poutine, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, car la Turquie a beaucoup souffert sur le plan économique de cette tension entre les 2 pays. Donc, votre adjectif
pragmatique, je crois, convient tout à fait au comportement du président Erdogan. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, parce qu'il faut dire que quand vous pensez que les sanctions à l'égard de la Russie, ou inversement, des sanctions de la Russie contre la Turquie, c'est quand même 0,4 à 0,5% du PIB en moins de 6 mois. C'est 4,5 millions de touristes russes. C'est le blé qui n'arrivait plus. N'oubliez pas que la Turquie avait besoin du blé russe et qui n'arrivait plus. C'est beaucoup d'échanges aussi, qui est presque 1,5 milliard de produits agricoles qui n'étaient plus vendus. C'était beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, vous connaissez mieux que moi ce pays, et c'est vrai que le pragmatisme d'Erdogan est manifeste. Et je préfère vraiment reconnaître que j'ai eu erreur, que j'ai fait une erreur, peut-être même qu'il n'y a pas fait erreur, je ne sais pas, mais pour pouvoir relancer des relations normales avec la Russie. Je voudrais vous laisser... Oui, allez-y. C'est pareil pour Israël. D'ailleurs, Israël, même s'il y a eu des réticences à la Knesset, mais c'est vrai qu'il y a une volonté, si vous voulez, je crois que ça correspond un peu à la culture diplomatique de la période précédente, qui était zéro problème avec nos voisins. C'est un peu un rêve, parce que c'est vrai que c'est un pays, monsieur le disait... Cette poudrière, orientale... Poudrière à l'extérieur, je ne pense pas à l'intérieur, même s'il y a beaucoup à l'extérieur, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile, c'est pas une poudrière intérieure, c'est pas la guerre civile. Je voudrais vous laisser réagir chacun d'entre vous. Il nous reste juste quelques minutes. Mais quel slogan sont les faits, monsieur? Pardonnez-moi, on va faire le tour de table. Madame, en conclusion. Et maintenant, Pierre Connaissant, attendez s'il vous plaît. Et maintenant, avec la Turquie et l'Europe, il y a des relations torturées, toujours troublées. Quelles relations faut-il dorénavant avoir avec la Turquie, compte tenu quand même, vous l'avez rappelé, 17 ou 18 attentats? C'est plutôt 70 ans de négociations. Moi, je citerais plutôt sur la durée d'une des plus longues des négociations de l'histoire internationale. Effectivement, il y a une espèce de mariage forcé qui ne se fera pas. C'est-à-dire, on pense toujours que la négociation progresse avec la Turquie, mais fondamentalement, on sait bien qu'il y a un centre de gravité en Europe qui ne veut pas de la Turquie. Donc, on restera sur une espèce de solution qui montera ou descendra selon la situation sécuritaire en Turquie, selon l'évolution des relations avec le Moyen-Orient, etc. Moi, je tirerai simplement l'attention sur le fait que la normalisation avec Israël reste quand même avec un discours d'Erdogan extrêmement ferme à l'égard quand même de Netanyahou et de ses pratiques. C'est des premiers pas. J'aimerais bien l'entendre de la diplomatie européenne, et ça n'existe pas du tout. Donc voilà. Donc on est sur cette situation-là. On reproche à la Turquie les 2,5 millions de réfugiés, alors que les États du Golfe qui ont la place et l'argent n'en accueillent pas. Donc, Nedim Gürsel, peut-être une conclusion et plus, j'allais dire, plus dans l'émotion aussi, parce que je l'ai rappelé, c'est votre pays au-delà des considérations géopolitiques. J'ai été particulièrement touché par le geste des députés français qui ont gardé 1 minute de silence. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'ils font ça pour un pays où il y a eu des attentats. J'ai reçu ça comme un signe tout à fait positif. J'espère aussi que la Turquie va surmonter toutes ces difficultés, car elle en a les moyens. Et puis, j'espère qu'il y aura quand même une Turquie dans le prochain avenir beaucoup plus démocratique et beaucoup plus respectueuse des droits de l'homme. Comme je sais que vous partagez cette conclusion, je vous remercie pour ce débat et cette analyse, et on l'espère évidemment pour vous et pour la Turquie. Merci encore pour ce débat. Restez avec nous. Retour à présent sur l'actualité politique et économique française, très chargée, et c'est l'édito ce soir. C'est un coup de griffe. Dans le rapport qu'elle a rendu public aujourd'hui, la Cour des comptes doute de la capacité de la France à tenir son engagement budgétaire l'année prochaine. On va d'ailleurs écouter le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Nous avons un niveau de dépenses élevé, si on le compare par rapport à d'autres pays qui nous sont comparables, et on a des résultats qui ne correspondent pas à ces niveaux de dépenses publiques. Nous avons un décalage très fort entre le niveau de dépenses publiques et les résultats de l'action publique quand on la mesure, quand on l'évalue. Et on en parle avec vous, Jean-Luc Gombault, bonsoir. Bonsoir Sonia. La sentence de la Cour des comptes est donc tombée. Ça ne va pas vraiment mieux selon son président qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il est pessimiste ou réaliste ? Ce n'est pas un problème de pessimisme, c'est-à-dire que la France a pris des engagements auprès de la Commission de Bruxelles sur la réduction de son déficit budgétaire, et il conclut, après une étude importante, l'étude qu'il fait chaque année, pour dire qu'en fin de compte, ces engagements ne pourront pas être remplis. Quels étaient les engagements exacts chiffrés ? La France a dit en 2015, nous ferons 3,6% de déficit.
on les a fait. En 2016, nous ferons 3,3%. En 2017, nous ferons 2,9%. On passera enfin cette barre des 3%. En 2018, on fera 1,9% et en 2019, on fera 1,2%. La Commission européenne, la Cour des comptes dit, effectivement, pas toujours, mais la Cour des comptes dit, oui, effectivement, vous avez rempli votre objectif de 2015. En 2016, vous le remplirez. Et pourtant, vous avez fait des dépenses indues, des dépenses supplémentaires, mais comme la croissance est bonne, vous allez pouvoir y arriver. Après, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et tout simplement parce que votre programme d'économie n'est pas rempli. Vous aviez dit 2015, 2016, 2017, on fait 50 milliards d'économies. Vous avez fait 25 milliards sur 2015 et 2016. Comment pensez-vous pouvoir faire en 2017, en une seule année, ce que vous avez réalisé en 2 ans? C'est pas possible. Et d'autant plus que vous avez engagé des dépenses sur 2017 par avance de l'ordre de 6 milliards. Donc ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas y arriver, sauf à faire vraiment des dépenses des économies de dépenses extrêmement importantes. Et tout à l'heure, le président de la République a répondu à la question, alors la Cour des comptes, vous l'avez lu, bien sûr que je l'ai lu, etc. Et il a dit, mais si on y arrivera, si la croissance continue, si on arrive à maîtriser nos dépenses, il a donné plein de si pour pouvoir arriver. Donc, comme si quelque part, il y doutait encore un petit peu. Alors, la question qu'on peut se poser, parce que 2017, évidemment, c'est un rendez-vous budgétaire, mais c'est un autre rendez-vous. C'est évidemment le rendez-vous des élections présidentielles. Est-ce que les Français vont se décider, vont voter en fonction d'un déficit budgétaire qui serait de 3,3 ou 2,7 ? Vous avez la réponse, hein, Jean-Luc. Ça me paraît difficile à dire. C'est d'autant plus que en 2017, nous aurons les résultats de 2017, alors que les élections seront passées. C'est-à-dire, on vote en mai et on fait les comptes en décembre. Donc, est-ce que c'est aussi important que cela? Est-ce qu'il faut faire un programme d'économie? C'est ce que doit se dire le président de la République. C'est-à-dire, j'ai appris ce soir qu'il avait atteint 12% d'opinion favorable. Est-ce que ça vaut le coup véritablement de passer sous la barre des 3% pour passer sous celle des 12%? Quelle équation! C'est compliqué. Merci beaucoup Jean-Luc Combeau pour votre analyse. Il est 22h30, tout de suite passé, c'est le journal avec Paul Bouffard. Les dirigeants européens réunis à 27 sans les Britanniques aujourd'hui pour trouver des réponses à l'après-Brexit. Rien ne doit empêcher l'Europe d'avancer, a dit aujourd'hui François Hollande depuis Bruxelles. Notez également la réaction de Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat. Après le choc du Brexit, il prédit que l'Europe n'aura pas de troisième chance. Ce sera soit une dislocation, soit une refondation. On l'écoute tout de suite. On a essayé de faire l'Europe à partir du marché, à partir du commerce, à partir de droit avec une constitution. Ça n'a pas marché. Il faut que les Européens se sentent en lien les uns avec les autres à travers une civilisation. C'est absolument fondamental. Se réapproprier notre histoire, se réapproprier notre géographie. Longtemps, on est parti dans un élargissement sans fin, sans limite. Il n'y a pas de communauté politique sans frontières, sans territoire. Et je pense que là encore, il faut stopper l'élargissement. Il faut dire à nos amis turcs qu'ils n'ont pas vocation à être européens. Donc une Europe qui se réapproprie son histoire et sa géographie. Dans l'actualité également, le parti Les Républicains propose une refonte des institutions françaises. Ce matin, Nicolas Sarkozy a livré des mesures en vue de 2017. Il souhaite notamment réduire le nombre de parlementaires. On voit les détails avec Stéphane Amalian. Nicolas Sarkozy pose les derniers jalons du programme des Républicains pour 2017, avec un nouvel objectif, refonder les institutions de la Ve République. Première mesure, la suppression d'un tiers des parlementaires. Ça donnerait 400 députés, 202 sénateurs, au lieu des 577 députés actuels et des 348 sénateurs actuels, étant entendu que le redécoupage serait pour 2022. Autre mesure plus urgente pour Nicolas Sarkozy, le retour au cumul des mandats, une nécessité pour ses soutiens et un moyen de faire des économies. Le mandat unique, ça coûte plus cher. Parce que là où vous avez un seul homme politique qui est député maire ou sénateur maire, ça coûte moins cher que d'avoir un sénateur qui ne fait que ça et un maire qui fait que ça. Autre projet, le recours plus systématique au référendum. Nous sommes les héritiers de la famille gaulliste et le général de Gaulle avait placé le référendum et la participation en réalité du peuple à des décisions stratégiques au cœur de la reconstitution de la Ve République. Le programme devra être validé ce samedi lors du Conseil national du parti. Il sera déserté par Bruno Le Maire et sans doute Alain Juppé.
Et puis, c'est un projet incontestable. Pour Manuel Valls, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes a été validé par la victoire du oui au référendum local de dimanche dernier. Il ne peut pas y avoir de contestation. Les travaux vont pouvoir commencer à l'automne, a précisé le Premier ministre devant les députés cet après-midi. Et puis ce soir, c'est François Hollande qui précise que la ZAD sera évacuée prochainement. Il l'a dit dans une interview aux Échos à paraître demain. On passe maintenant à notre second débat, l'Europe face au Brexit. Qu'en pense la jeunesse aujourd'hui? On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, que peut apporter l'Europe aux jeunes, aux plus jeunes d'entre nous? C'est la question que nous posons ce soir. Alors, il y a en ce moment beaucoup de propositions pour refonder, repenser l'Europe. Mais qu'en pensent les jeunes générations? Souhaitent-elles une Europe plus protectrice? Et puis, qu'est-ce qu'on met dans ce mot protection? C'est désormais votre rendez-vous régulier pour aller plus loin. Parole de jeunes sur l'Europe. Ce soir, on en parle avec nos invités. Sacha Houlier, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur du mouvement Les Jeunes avec Macron. Merci de nous accompagner. Avec nous également David Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Coordinateur en Île-de-France du Front National de la Jeunesse, également adjoint à l'implantation locale du FNJ. Bienvenue à vous. Bonsoir. Julia Sereni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée de circonscription Les Républicains de Corse, également chercheur associé au CIRUS. C'est un laboratoire d'idées sur la jeunesse et l'éducation. Avec nous également Maxime Werner, bonsoir. Et bienvenue. Fondateur et président de l'Association des Jeunes de France, initiateur du mouvement Masse Critique et également candidat à la présidentielle. Je me souviens, il y avait eu 2012 et maintenant 2017. Il y a 2017. Ça avance, les parrainages? Ça avance bien, oui, ça avance bien. J'étais encore aujourd'hui en déplacement. Cela étant, on a bien peur que le mouvement s'essouffle, donc il faut continuer à pousser et on espère avoir les 500 parrainages cette fois-ci. Vous nous tiendrez au courant. Alors, madame, messieurs, presque une semaine après le Brexit et alors que l'heure est aux grandes manœuvres, notamment à Bruxelles, je voulais d'abord avoir votre réaction. Sacha Houlier, pour commencer, votre regard sur la gestion post-Brexit maintenant, entre réunions, sommets, pourparlers. Comment vous percevez cette longue séquence? Alors, tout d'abord, juste un petit mot pour rendre hommage à la mémoire de Joe Cox et aux victimes de l'attentat à Istanbul, parce que c'est justement pour ces raisons-là qu'on a créé l'Union européenne. C'est pour avoir la paix, la prospérité et la liberté. Et finalement, ce que doit apporter l'Europe, ce à quoi doivent déboucher les négociations ensuite, c'est un sursaut. Parce que si on en est arrivé là, c'est probablement par des manœuvres un peu politiciennes de la part d'un gouvernement qui a dit « retenez-moi ou je fais un malheur ». C'est parce que surtout, on n'a pas eu de projet pour l'Union européenne, un projet politique, un projet qui permette à tous les citoyens de s'y retrouver, d'avoir les protections dont vous parliez en introduction. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est à ce stade où, depuis 2005, on n'a rien fait pour l'Europe, on a fait gérer les crises courantes et où on se retrouve face à une impasse. Alors, cette impasse, donc c'est presque un choc salutaire pour vous, ce qui s'est passé jeudi dernier. Salutaire, c'est jamais bon lorsque quelqu'un décide de sortir de la maison commune. Mais en tout cas, ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a à faire et nous, on a des réponses pour savoir ce qu'il y a à faire. Et on va les développer. Julia Sereni, même question. Et plus précisément, est-ce que vous êtes attristé de ce résultat? Certains disent c'est une catastrophe, etc. Et d'autres disent, au contraire, ça peut être le sursaut, le choc salutaire, justement. Et en tout cas, bien sûr, évidemment, je crois que ça a été, comme pour moi, comme pour beaucoup de monde, un choc. Après, en tout cas, c'est aussi la conscience très aiguë pour chacun d'entre nous, je crois, d'assister à un moment historique. Et évidemment, il faut en faire l'opportunité pour relancer une Europe qui, effectivement, telle qu'elle est actuellement, ne fonctionne pas. On en partage tous ce diagnostic-là. Il est évident, on ne peut pas le nier. Il y a un vrai décrochage avec les peuples. Et effectivement, il faut en faire un électrochoc et une opportunité d'avancer. Vous partagez tous le fait que l'Europe ne marche pas, et surtout avec David Rodriguez du Front National. Je voudrais vous faire réagir à la phrase de François Hollande, c'est demain dans les Échos, qui dit « Pourquoi organiser, en parlant d'un référendum en France, un tel tumulte et une telle confrontation, si ce n'est pour quitter l'Union européenne? Les mensonges, les simplifications, les outrances et même les violences que l'on a constatées pendant la campagne référendaire au Royaume-Uni ne suffisent donc pas à ces apprentis sorciers ?» s'adresse un peu quelque part à vous? Écoutez, moi, quand j'entends ce genre de phrase de la part de quelqu'un qui a explicitement rejeté la parole du peuple français en 2005, puisqu'en 2005, quand le peuple français refuse la Constitution pour l'Union européenne, on l'a refait passer par la fenêtre, alors que le peuple français l'avait fait sortir, on l'a fait passer par la fenêtre via le traité de Lisbonne, de manière d'ailleurs très conjointe entre l'UMP d'un côté et le Parti socialiste qui vote aussi. Je ne crois pas que le PS est au pouvoir en 2006. Non, par contre, au Parlement, quand ils ont été convoqués à Versailles, François Hollande lui-même et Manuel Valls, qui sont donc tes représentants, ont voté pour passer outre la décision du peuple français. Présidentielle qui a aussi tranché la question, ça vous aura pas échappé.
Alors, qui a tranché la question, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a choisi le candidat qui est devenu président de la République, c'était aussi une manière de répondre à ces interrogations. On choisit des candidats surtout avec lesquels on n'explique pas le programme. C'est-à-dire que François Hollande... oui, mais c'est une démocratie, ça a été choisi. C'est-à-dire qu'il y a un programme normalement à la base et on respecte le programme. On va sur ce programme-là. C'est-à-dire que de la même manière, François Hollande ne respecte pas son programme, Sarkozy ne l'a pas fait non plus. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de quoi se vanter. Mais Maxime Werner, qu'est-ce que vous répondez? Parce que cela apporte quand même, malgré tout, de l'eau au moulin du Front National. Quel argument vous opposez aujourd'hui? Évidemment que Le Pen se serre les mains, mais c'est parce que les politiques ne savent pas poser le problème. Le problème, il n'est pas technique. Comment voulez-vous que les gens pensent, a fortiori les jeunes, que 27 commissaires européens vont décider? Il y a des milliers, des dizaines de milliers de lobbyistes autour. On sait bien que c'est pas comme ça que ça se produit. Le vrai problème, c'est que les gens disent oui, mais les jeunes ont voté contre ce Brexit, etc. En réalité, ils n'ont pas voté. C'est ça qui est grave. C'est que la question, elle n'est pas technique, elle est sociale. Et aujourd'hui, on ne va pas faire une Europe sociale en se posant ce genre de questions à 3 francs, qui a fait quoi, etc. Le vrai enjeu, c'est comment les jeunes vont pouvoir créer une Europe politique, mais politique, c'est la représentative. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui quand même, quand on regarde à quel point les partis en ont rien à foutre des élections européennes. Ils mettent des seconds couteaux pour avoir les 12 000 patates par mois, ils font n'importe quoi, ils font pas campagne, ils expliquent pas aux jeunes que l'Europe c'est la bonne échelle pour peser sur le monde et pour être l'arbitre, pour importer et imposer une vision morale aussi de la politique. Et de l'autre côté, aujourd'hui j'étais à Pithiviers et je vous le dis, ils en ont rien à foutre de Le Pen, Macron, truc Sarko, ils s'en tapent. Ils se posent une question, c'est comment aujourd'hui on n'arrive pas à se poser le problème dans notre propre pays, avant même qu'il y ait des troubles encore plus puissants, de l'enjeu de l'intégration à la fois de nos jeunes et de presque la désintégration de nos vieux à la fin de leur vie dans cette société. Ce mépris que tu as pour les gens qui ont voté, tu as bien vu aux élections européennes, ils ont voté Front National parce qu'ils ne veulent pas de l'Union européenne. Ils n'ont pas tous voté Front National, ils n'ont pas voté. Alors, aux élections européennes, les jeunes n'ont pas voté. Majoritairement. Pas nécessairement que des jeunes. Attendez, pas tous en même temps. Mais Maxime Werner, il a dit quelque chose d'important, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Et c'est bien de le rappeler, c'est une vision nuancée qu'on n'entend pas beaucoup dans le débat public en ce moment. C'est qu'on dit 75% au Royaume-Uni se sont déplacés des jeunes ont voté en tous les cas contre le Brexit. Mais très peu à l'intérieur de ce pourcentage se sont déplacés, c'est ça, Sacha Houlié? Il n'y a pas un bloc générationnel europhile, moderne, connecté, et puis d'autres plus âgés contre l'Europe? Il y a un désintérêt pour l'Europe qui est lié au fait que l'Europe ne change pas les destins. Et le problème qui est le nôtre, c'est qu'aujourd'hui, toutes les questions essentielles, et je posais les 3 défis qui se posent à nous, la paix, la prospérité, les libertés, ces questions-là, elles se traitent. Les questions de terrorisme, elles se traitent au niveau international. Les questions de compétitivité d'emploi, elles se traitent au niveau international. Et les questions de liberté et des réfugiés, et la question des réfugiés, elles se traitent également au niveau européen et au niveau international. Sacha, vous ne parliez pas d'emploi, de formation, d'apprentissage. Mais Sacha, l'emploi, le travail, ça c'est mon deuxième, la prospérité. La paix au niveau européen, en Yougoslavie, en Ukraine, en Géorgie, on l'attend encore. Et c'est assez intéressant de voir qu'au moment où on a une maison commune, qui est l'Europe, où il n'y a pas l'eau et pas l'électricité, donc pas l'Europe sociale, et bien il y en a qui proposent de la raser. C'est le Brexit, c'est le Front National, et il y en a qui proposent de l'installer. Nous, on est partisans de l'Europe sociale, on est partisans du développement de cette Europe. N'oubliez pas quelque chose, c'est que l'Europe est une échelle évidemment incontournable dans une politique internationale. Cela étant, il n'y a pas Europe si la politique au niveau le plus local n'est même pas respectée. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi le Front National prospère? C'est pas par vos grands talents et vos grandes solutions, non. C'est parce qu'il n'y a rien en face, parce que nos responsables politiques n'arrivent même plus à se sentir, entre guillemets, habités et à poser... Ça vous fait sourire. Mais tu as bien voté Sarkozy en 2012, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous êtes là pour ça. J'ai fait une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans, je me suis battu sur le terrain. Laisse-moi continuer. Jamais. Laisse-moi continuer. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai recueilli 358 parrainages d'élus, de maires. Je me suis déchiré avec des jeunes. On a fait un beau combat. On a traité des questions intergénérationnelles. Et à la fin, j'ai fait une erreur. Mais au moins, maintenant, je peux être là et pour en parler. Ne t'énerve pas. Laisse-moi continuer. Je m'énerve pas. Laisse-moi continuer. Voilà pourquoi vous portez votre candidature. J'ai lancé un appel à tous les candidats pour qu'ils puissent reprendre une réforme du permis, une banque de la jeunesse, qu'on puisse accompagner nos jeunes. Manque de peau, le seul qui a répondu, qui c'est? C'est Sarko. Alors j'ai fait, oui, l'erreur de dire, il s'avère qu'il l'a repris, que je crois pas du tout en Hollande pour porter le programme qu'il a fait sur la jeunesse. Bon, malheureusement, la vie a fait que... Et aujourd'hui, vous croyez en vous, c'est toujours bien. Allez, attendez. Et surtout, j'ai le droit maintenant de dire que ces partis politiques ne vont plus jamais être... Attendez, laissez les autres réagir. Julia Sereni, attendez. De la part de votre parti aujourd'hui, qui est engagé dans une course qui est celle des primaires, il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de propositions avec les mots qui reviennent, peuple, frontières, identité. Est-ce que cela vous parle? Quand François Fillon, par exemple, parle de civilisation européenne, est-ce que c'est un projet pour vous? Est-ce que c'est porteur?
Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, on a cet héritage commun, cet héritage qui va de la philosophie antique aux racines chrétiennes qui existent aussi, même si aujourd'hui chacun a la liberté évidemment de pratiquer la religion qui lui convient. Mais il y a un partage de valeurs communes liées à la liberté, à l'état de droit, au respect des droits de l'homme. Et ça, c'est un socle commun qui est le socle dans lequel d'ailleurs nous tous, en tant que jeunes, nous avons grandi et nous évoluons. Mais effectivement, on ne peut pas uniquement se baser sur ce socle-là. Il faut complètement refonder l'Europe. Mais il compte pour vous, c'est important aussi. Bien sûr Je pense que David Rodriguez, vous êtes d'accord? L'Europe n'est pas uniquement économique et l'Europe des marchés. C'est une Europe aussi qui... J'allais dire, c'est vos mots qui sont repris. Absolument, non, moi je suis d'accord. Le problème, c'est que quand on est responsable politique à l'UMP, eh bien, on devrait normalement aussi subir le courroux du peuple quand on sait que le bilan n'a pas été celui qu'aujourd'hui tu peux proposer. C'est-à-dire que les réformes que tu proposes, tu aurais pu très bien les appliquer pendant... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Le peuple contre les élites, mais à un moment donné, il y a 68% des Écossais qui ont voté pour le Remains, donc pour l'Europe. Donc si 68% des Écossais sont des élites, il faut me le dire tout de suite. Mais je pense pas que ce soit le cas. Est-ce que j'ai parlé d'élite? Non, mais on parle de peuple, de tous les peuples qui veulent sortir. Aujourd'hui, il y a des nations qui ont voté dans le cadre du Brexit et qui ont voté pour rester. C'est l'Irlande du Nord et c'est l'Écosse. Et ces gens-là, ils savent très bien, ils comprennent très bien que leur intérêt, c'est de rester pour être mieux protégés, pour régler les questions des frontières entre nous, entre toute l'Union européenne, pour être mieux affronter la concurrence de l'Asie, pour mieux affronter la concurrence. C'est amusant, mais moi je des connais qu'un seul peuple, c'est le peuple britannique. Comment? Le seul peuple que je connais, c'est le peuple britannique. Oui, on comprendra que David Cameron a fini d'achever ce qui restait de la Grande-Bretagne, puisque l'Écosse maintenant va faire un réforme d'indépendance et deux. Ils ont déjà fait un référendum et ils ont perdu. Oui, et ils vont recommencer puisque les conditions ne sont pas. Du Nord, il y a absolument aucune possibilité de réponse. Maxime Bernard, puisque vous citez beaucoup les sondages, vous avez vu le sondage qui a été réalisé sur la volonté ou pas des Français d'organiser un référendum et qu'est-ce qu'ils répondraient au cas où sur un Frexit ou pas? Vous l'avez lu. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Vous savez, j'ai exactement un sondage ici, si vous voulez. C'est TNS Sofres, c'est le Figaro. Vous avez un très bel. Vous avez un très bel. TNS Sofres, le Figaro, laisse-moi terminer. Et là, vous avez un petit sondage qui dit que les Français veulent, à 55%, ils veulent plus d'une Europe d'État-nation. C'est-à-dire pas une Europe technocratique comme tu pourrais le proposer avec ton ami. Ce qu'il y a aujourd'hui et qui ne marche pas, l'Europe de la liberté et du marché, c'est la seule chose qui est aujourd'hui. Ah, ça ne contredit pas mon sondage. La Commission européenne, c'est les États-nations. Attendez, Julia Serrini, juste, ça on peut pas. Et le TAFTA, celui qui négocie, c'est la Commission européenne. Pas tout en même temps. Non, vous choisissez. Enfin là, c'est une lecture qui arrange forcément. Figaro, c'est plutôt de... Oui, sauf que la question de savoir si la France doit rester, à 48%, les Français sont pour le maintien. Un grand débat alors. Mais attendez, parce qu'au début, en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on fait là? En Grande-Bretagne, les opinions au début étaient plutôt favorables au fait de rester dans l'Union européenne. Simplement, après un grand débat, comme rappelez-vous, Constitution européenne, exactement la même chose. On était donné largement perdant. Et bien à la fin, on a vu les médias et la caste, puisque je parle maintenant, je vais te parler de caste politique. Et bien la caste a été renvoyée dans ses quartiers et le peuple s'est exprimé. Vous êtes repassé par le traité de Lisbonne, mais le peuple s'est exprimé quand même en 2005. Attendez, regardez quand même les élections depuis 20 ans. Il faut peut-être se poser aussi des bonnes questions. Les gens n'ont pas voté finalement pour ou contre. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que les gens n'ont pas voté forcément pour ou contre l'Europe. Et 2005, c'était déjà un peu le même débat. Ils ont voté pour ou contre la représentation politique. Et c'est pour ça que le FN monte. Ben, bien sûr que tu le sais très bien. Et je considère qu'à chaque fois que le peuple français vote, il ne sait pas pourquoi il vote. Un référendum, c'est une modalité, c'est un outil, c'est pas un projet. C'est méprisant. Le référendum, ça ne veut pas dire. Attendez, tous les jours pour changer cette donne. On va pas tous. Il n'y a pas de projet politique. Non mais David Rodriguez, est-ce que vous entendez ce que vous dit Julia Serrini? Elle vous dit un référendum, c'est pas un projet. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on pose une question, attendez, et je vous le dis de manière très très détendue, à chaque fois qu'on pose une question à un responsable Front National, on va demander au peuple. Mais ça ne suffit pas. Quelle est votre conviction profonde? Quand je vous dis Europe, à quoi vous pensez? Quel peut être le projet? Nous sommes très clairs là-dessus. La première chose à faire, c'est que si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2017, eh bien, elle ira renégocier des marges de souveraineté auprès de l'Union européenne. C'est-à-dire, les marges de souveraineté, elles sont très simples. C'est revenir à une monnaie nationale, d'une part. Renégocier le fait. Oui, bon, on la connaît. Les jeunes avec Juppé, on la connaît celle-ci. Simplement, il faut donc la première chose, le retour à une monnaie nationale, et une seconde chose, ensuite renégocier le fait que nous ne pouvons pas rester dans Schengen. Si l'Union européenne refuse de nous laisser des marges de souveraineté, eh bien dès lors nous convoquerons un référendum avec les propositions que nous avons eues. Les aménagements de Schengen n'ont apporté aucune solution de ce qu'on a fait depuis l'état d'urgence. Quels arguments vous opposez? Parce que vous le détaillez là, les grandes lignes.
deux choses sur lesquelles je voulais revenir. D'abord, sur la modalité de comment on doit parler d'Europe demain. Et deuxième chose, sur ce qui fonctionne au niveau de l'Europe et pourquoi ça ne peut fonctionner qu'au niveau européen. Première chose, sur les modalités. En 2017, il y a des élections générales un peu partout. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, et il y en aura probablement en Italie. Et aujourd'hui, les opinions publiques, elles ont à se prononcer sur un projet et pas sur une question de référendaire où on va se proposer contre un gouvernement. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays. Les Anglais, ils ont probablement voté plus non à Cameron, et Boris Johnson a bien tiré son épingle du jeu sur ce sujet. Donc un projet débattu dans tous les États membres de l'Union. Quel pilier essentiel de ce projet? S'il devait y avoir 3 piliers, moi je suis étonnée de ne pas vous entendre parler. L'Europe de la solidarité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit renforcer les solidarités avec ceux qui veulent avancer, parce que ceux qui ne veulent plus avancer, il faut pouvoir leur laisser le chemin. 2, l'Europe de la liberté, où on considère qu'on définit des frontières communes et on aménage comment on reçoit les réfugiés, parce qu'à un moment donné, quand il y a des questions humanitaires, on doit recevoir les réfugiés. Je n'ai pas beaucoup entendu le mot solidarité ces derniers temps dans les discours. C'est pourtant tout l'objectif de la tribune d'Emmanuel Macron dans Le Monde. C'est ce qu'il avait dit. Je me dis, vous n'avez pas prononcé Emmanuel Macron depuis 20 minutes. Un exemple de solidarité. Quand on a eu la déferlante d'acier chinois qui menaçait tous nos salariés qui travaillent dans l'industrie, dans la sidérurgie en France. Qu'est-ce qui a été fait? Emmanuel Macron s'est battu. Vous avez fait fermer Florange. Il s'est battu. Je vous rappelle que Florange est fermé. C'est 3 ans après. Donc, vous êtes dans un gouvernement qui est un gouvernement socialiste. On est dans le mensonge permanent, donc soit on peut en parler, soit on continue à mentir. Mais qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'on a pris des mesures efficaces, fortes, anti-dumping, pour éviter la déferlance de l'acier chinois et protéger notre économie au niveau européen. Parce qu'il n'y a qu'au niveau européen où ça fonctionne. Détail. Lesquels 200% de taxes. Attendez. C'est quelle Europe pour demain? Donc il faut peut-être aussi se projeter. Moi je dis juste une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, on peut en débattre. Nous, ce qu'on pense dans un mouvement qui s'appelle Masse Critique, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi un idéal libérateur de l'homme et de son talent. Et par exemple, c'est au niveau européen et pas forcément au niveau français qu'il faut débattre de l'idée de ce qu'on appelle le revenu universel. Nous, ce qu'on propose, c'est un revenu citoyen qui donc serait conditionné par la participation à des activités qui créeraient du lien social, qui créeraient de la transmission, qui créeraient de la solidarité et qui seraient au niveau européen. Pourquoi? Parce que si vous créez un standard, vous arrêtez de créer ce qui aujourd'hui fait la faillite de l'Europe, c'est le cynisme des uns avec les autres, sur les autres, entre eux. Et aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que dans notre génération, là j'étais à Pithiviers aujourd'hui, et j'ai pris un coup. Non, mais... On n'avait pas compris la première fois. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pris un coup parce que je me suis dit, mais l'Europe pour eux, c'est rien en fait. Eux, Erasmus, ils savent pas ce que c'est, ils l'ont pas fait. De toute façon, non mais c'est aussi l'Europe. Non mais c'est intéressant. C'est aussi l'Europe. Attends, mais Julien Sérigny à la parole. Tout le monde doit avoir accès à Erasmus. Les jeunes travailleurs, les lycéens, tout le monde. Et c'est ça qui fera quelle sera l'Europe pour demain? Moi, je demande aux responsables politiques qui se présentent aux élections présidentielles. Je suis pas le seul, il y en a plein, il paraît. Ah oui, je vous garantis, vous n'êtes pas le seul. Sinon, monsieur le Président, bonsoir. À l'échelle européenne. Et si on est élu, si c'est mon cas, vous pouvez me croire, c'est que je vais tout de suite aller les voir, les autres, et au lieu de dire on va renégocier pour redevenir un État-nation, ce qui, malheureusement, aujourd'hui, nous mettrait dans une grande fragilité. Il faut aller négocier avec les autres pour que la vision de la France en Europe l'emporte. Ce qui est sûr, c'est qu'avec vous, il y aura de l'ambiance. Le président, ça c'est sûr, on votera pour ça peut-être. Erasmus, c'est extrêmement intéressant comme exemple, parce que ça montre bien que justement, il n'y a qu'une l'Union européenne, Erasmus. Non, mais c'est un beau programme, mais justement, qui montre qu'il n'y a qu'une infime partie de la jeunesse qui peut bénéficier de ce programme et qui en bénéficie. C'est moins de 2% des étudiants. Et donc des étudiants, ça veut dire que ce n'est même pas de la jeunesse. Donc on l'élargit. Donc on se rend compte à quel point ça concerne une partie infime. Le service civique devrait être européen d'ailleurs aujourd'hui. Sauf que comme ça fonctionne, ce qu'il faut faire, c'est pas le supprimer, mais l'élargir. Et pour l'Europe, c'est la même chose. Quand ça fonctionne, on renforce, on va plus loin, on fait plus de sécurité. Intéressant et qui peut expliquer aussi pourquoi il y a un décrochage aussi, même au niveau de la jeunesse par rapport à l'Europe. Parce que les choses qui pourraient directement concerner les jeunes, au final, ne regardent que moins. Je peux juste rappeler Erasmus qui a profité, je crois, à 3 millions d'Européens depuis sa création. C'était en 1987 de mémoire. Surtout, c'est pas l'Union européenne. C'est presque 1% de la population européenne. C'est pas l'Union européenne, Erasmus. Il faudra quand même le rappeler. C'est financé par l'Union européenne. C'est financé par des budgets européens. Laissez-le parler. C'est simplement des mesures bureaucratiques que vous dénoncez. Il y a une chose qui me frappe vraiment dans votre discours. Je me suis amusé parce que je pense que ça te fera plaisir. Ceci est une belle affiche de 1979, une affiche électorale du Parti socialiste qui disait « Changer l'Europe ». 1979, en 89, on aura l'Europe sociale. On a toujours le même discours en réalité. On a des gens qui sont au pouvoir, qui sont aux manettes, qui sont ministres des Finances, qui sont actuellement... Alors quel slogan pour vous? Parce qu'actuellement, vous avez la France apaisée, vous auriez l'Europe apaisée peut-être comme slogan? Écoutez, l'Europe apaisée déjà, mais
Pourquoi pas en parler? Pourquoi? Parce que l'Europe apaisée, c'est quoi? C'est sortir du commandement intégré de l'OTAN, par exemple, pour éviter qu'à chaque fois qu'on ait une expansion des États-Unis vers l'Est, eh bien, on ait un conflit en Ukraine, avec quand même, je rappelle, un avion qui a été descendu en Ukraine. En Géorgie, on a eu un problème en Géorgie en 2008. Mais je comprends pas très bien ce que vous racontez par l'OTAN, mais je vois très bien où vous voulez en venir, parce que vous avez des alliances, le Front National avec la Russie, donc ça vous intéresserait beaucoup qu'on sorte de l'OTAN pour des raisons géostratégiques qui concernent que Marine Le Pen. Mais ça c'est une question qui n'est pas européenne, mais qui est une question stratégique. Mais c'est pas grave. Je suis en train de te dire simplement qu'il faut, pour avoir la paix, tu me parles de la paix en Europe. Donc la solidarité militaire, la solidarité économique, la solidarité budgétaire, la solidarité... Vous êtes contre toutes les solidarités. Nous sommes pour le co-développement harmonieux des nations. Le co-développement harmonieux des nations. Tout ce qui marche pas maintenant. Tout ce qui marche pas maintenant, vous êtes pour. Vous êtes pour le marché. Le marché non organisé, non régulé. Nous sommes pour le marché. C'est ce qui existe. Je crois que tu as confondu avec la personne que tu défends, qui est chez Rothschild. C'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes pas sur le même créneau. C'est les vieux. C'est quand même dommage. C'est quand même pas intéressant de s'envoyer à la figure des choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, la voie de la sagesse. Non, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on va faire en moins bien? On va répéter en moins bien le débat de nos aînés. Ça a quand même très peu d'intérêt. C'est dommage que vous vous envoyiez à la figure les arguments qui sont les mêmes et qui sont... Mais alors s'il y avait une nouveauté, justement, je vais vous laisser la parole en guise de conclusion, chacun d'entre vous pendant 1 minute. Si vous deviez insister, Maxime Bernard, sur un point qui doit être fondamental, puisque la campagne présidentielle française, ça y est, elle est lancée, sur l'Europe, sur le thème de l'Europe, qu'est-ce qui doit être mis en avant? Le point fondamental de l'Europe, c'est que ça permet notamment à la France d'arrêter de se focaliser sur ceux qui possèdent, sur ceux qui ont les positions, qui ont l'argent, les biens, c'est-à-dire en gros une certaine génération, et de s'ouvrir à l'échelle de l'Europe. De quoi on aura besoin demain? De qui? Je vous donne un exemple précis. On parle beaucoup en ce moment de la robotique, des nouvelles entreprises, de la nouvelle économie. Mais cette marche qui va être créée par les robots, à qui elle va profiter? Est-ce qu'elle va profiter à des entrepreneurs et à des capitaux risques qui sont à l'autre bout du monde? Est-ce qu'elle va profiter aux peuples européens qui en ont besoin pour se développer, qu'on a besoin pour se développer humainement et économiquement, donc socialement, ou est-ce que, encore une fois, elle va profiter à une espèce, en effet, de technostructure comme ça, complètement déconnectée de la réalité de nos vies, et qu'on doit aujourd'hui remplacer par un pouvoir démocratique? Merci. Même question, Sacha Houlié. Il y a un vrai besoin de solidarité entre les peuples européens, que ça s'est vu au niveau des réfugiés, parce que les peuples étaient prêts à être solidaires et pas les gouvernements, qu'il y a un vrai besoin de protection des salariés en Europe, c'est de ce dont je parlais sur les mesures anti-dumping, qu'il y a un vrai besoin d'organisation des libertés, et c'est tout notre espace économique et toute la révolution numérique dont parlait Maxime, et que toutes ces questions, elles ne s'organisent qu'au niveau européen, et donc c'est pour ça que c'est essentiel de porter le débat en 2017. Écoutez, moi, mon Europe type, ce serait une Europe des nations qui serait... solidaire, parce que je suis pour la solidarité en Europe, c'est-à-dire permettre qu'aujourd'hui des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, l'Irlande ne soient pas saccagés par une Union européenne, par une certaine troïka avec l'aide du FMI. C'est ça le co-développement des harmonieux des nations dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, et la conclusion? Je pense qu'il faut plutôt recentrer l'Europe sur quelques priorités fortes, et pour le reste, aller vers une refonte des institutions, parce qu'il y a quand même un cruel manque de démocratie qui se ressent par rapport à cette Europe, et évidemment, dans un second temps, en attendant, bloquer tout élargissement, parce que voilà, on n'est pas dans cette... Et nous verrons si vos idées infusent. Merci en tous les cas pour ce débat toujours vif et très intéressant. Merci à vous et à bientôt. Toute autre chose à présent dans votre émission, c'est l'heure du micro trop tard d'Alex Darmon, qui est allé assister au défilé de mode des lycées professionnels de Paris. Oui, et il a même défilé, regardez. Vous allez bien? J'ai toujours voulu être mannequin, c'est pour ça que je suis venu. Voilà. Je me suis demandé dans la voiture si vous viendriez. Et voilà. Enchanté, monsieur. Comme promis, on est à la Sorbonne après l'invitation de Madame Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, qui nous a invités à assister au défilé de mode des lycées professionnels parisiens. La mode, c'est un peu comme la politique, ça passe, ça change, ça évolue, mais il reste toujours quelque chose. Ça sera bien pour le prochain conseil des ministres, il sera parfait. Vraiment. Mais sérieusement, vous allez me revoir avec tous les jours, je pense que ça va finir par vous lasser. Moi, lorsqu'on m'a dit tu viens à un défilé de mode, j'ai mis une chemise, parce que je me suis dit il faut être dans le coup quand même, vous voyez. Mais j'ai l'impression d'être le seul en chemise. Oui. C'est pas la mode les chemises aujourd'hui? Quelquefois, pas toujours. Plus tard, vous voulez être mannequin, vous? Je suis trop petite, je peux pas. Ah, bon. Et vous
défilé avec vos vêtements, vous avez fait. Oui, enfin, techniquement, ça c'est le vêtement sur lequel j'ai travaillé. Et elle a travaillé sur celui-là. Bon, c'était beau la mode. Hein. C'est sympa, non franchement, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est sympa. J'espère que ce sont des métiers qu'elles ont choisis. Tous ces milieux de la mode et des métiers d'art. Donc aujourd'hui, elles sont joyeuses de montrer leur création. C'est un travail d'équipe, quoi. On est soudés, on est solidaires. Et puis c'est un travail collectif, la mode, comme la politique. Comme la politique? Parce que parfois certains oublient, mais en fait, il faut de tout. Il faut des petites mains, il faut une équipe. What are you doing here? I was invited and it's an honor to be here. It's an honor to see so much talented young people and in such a beautiful school. So yeah. Do you know Najat Vallaud-Belkacem? I do, yeah. She invited me. Yeah. It's Minister National Education. Yeah. Incredible woman. Incredible. Yeah. J'ai parlé à Julian Peretta, quand je lui ai parlé de vous, il m'a dit incredible. Incredible woman. Really, oh really, a miracle. Il a pas dit ça? Non, il a dit incredible. Il a dit qu'il voterait pour vous. Of course. Every time. Every time. Ah, bye. I have to go. Et voilà pour cette parenthèse. Tout de suite, c'est le journal avec Paul Bouffard. Deux Français figurent parmi les blessés du triple attentat qui a frappé hier soir l'aéroport d'Istanbul en Turquie. Confirmation apportée par François Hollande cet après-midi. L'attaque a fait au moins 41 morts et 239 blessés. On fait le point sur la situation avec Julie Hulin. Le bilan n'a cessé de s'alourdir ces dernières heures en Turquie. Istanbul, touché par l'attentat le plus meurtrier de son histoire. 21h hier soir, 3 kamikazes ouvrent le feu à l'entrée du terminal international, mitraillant des passagers et des policiers en faction avant de se faire exploser. Le président turc a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme. Dès hier soir, François Hollande a exprimé sa solidarité. Je veux condamner fermement cette attaque et faire en sorte que nous puissions connaître exactement les auteurs pour que, ensemble, nous puissions faire tout ce qu'il est possible d'engager contre le terrorisme. Si aucune revendication n'a été reçue pour l'heure, les autorités turques penchent déjà vers l'hypothèse d'un attentat perpétré par l'organisation État islamique. Depuis près d'un an, le pays est plongé dans un climat de violence. Les attentats se sont multipliés à Istanbul et Ankara, faisant plus de 200 morts et des centaines de blessés. Des attaques attribuées au groupe État islamique ou aux indépendantistes kurdes. Et ce soir, la CIA, les services secrets américains comme les autorités turques pointent du doigt l'organisation État islamique, responsable selon eux de ces attaques kamikazes. Pourquoi ce pays, pourquoi la Turquie se retrouve une nouvelle fois la cible du terrorisme? On voit ça avec Sandra Serkera. L'attentat à Istanbul n'a pas été revendiqué, mais les soupçons se tournent directement vers l'organisation terroriste Daesh. Une attaque qui ferait payer une fois de plus à la Turquie son changement d'attitude après des années de liens troubles, d'ambiguïté et même de bienveillance à l'égard de Daesh. Le gouvernement turc a joué avec le feu. En voulant s'opposer à Bachar el-Assad, Erdogan apporte un soutien tant logistique que matériel à l'opposition syrienne, sans se préoccuper au départ de son identité. La Turquie aurait servi de lieu de transit d'armes et de combattants étrangers et turcs recrutés par les djihadistes et de plaques tournantes aux ventes sauvages de pétrole, source de financement de l'organisation terroriste. Puis, face à la pression des Américains, Erdogan doit revoir sa position face à l'État islamique, un revirement dénoncé par Daesh qui parle de trahison. S'ensuit l'attentat de Suruk en 2014 qui a fait 32 morts. Le président turc commence alors à afficher sa volonté de lutter contre les djihadistes. L'après-Brexit en débat à Bruxelles, les 27 pays de l'Union européenne se sont réunis aujourd'hui sans les Britanniques pour discuter des conséquences de la sortie du Royaume-Uni. On voit les détails de cette journée avec Sandra Serkera. Il manquait une voiture dans le ballet des Berlines aujourd'hui à l'arrivée du sommet européen. David Cameron est reparti pour Londres hier soir, laissant l'Europe à 27. Mais même absent, la pression se fait de plus en plus forte sur le Premier ministre britannique démissionnaire. Les dirigeants européens l'invitent à lancer au plus vite la procédure de départ de l'Union. Les institutions européennes souhaitent tourner la page rapidement pour éviter l'enlisement et envoyer un signal de fermeté à tous les États membres tentés par une prise de distance.
Le Royaume-Uni restera un partenaire privilégié, mais devra assumer les conséquences de son choix. Les discussions ont permis d'établir que l'accès au marché unique passera par l'acceptation des 4 libertés fondamentales, y compris la liberté de mouvement. Le marché unique ne se décline pas à la carte. Dans ce climat, l'Écosse, elle, compte bien jouer sa propre carte. La première ministre écossaise, reçue par les présidents de la Commission et du Parlement européen, s'est dite encouragée par la volonté d'écoute trouvée. Car le pays compte bien rester dans l'Union européenne et défendre à tout prix ses intérêts, même si cela doit passer par l'indépendance. En France, la situation reste bloquée entre syndicats et gouvernement sur la loi travail. Ce soir, dans une longue interview aux Échos, François Hollande réaffirme que l'article 2, très critiqué, sera maintenu dans le texte. Il précise même que le gouvernement aurait à nouveau recours au 49.3 si besoin. Aujourd'hui, Manuel Valls a ouvert le dialogue avec les partenaires sociaux. À la sortie, pour les opposants, les désaccords persistent. Cécile Sixou. Manuel Valls, tout sourire à son arrivée à Matignon. Après 3 mois de conflit social, un objectif pour le Premier ministre, ouvrir le dialogue avec les syndicats et trouver une porte de sortie sur la loi travail. Se parler, c'est bien évidemment toujours la meilleure manière d'avancer. Dialoguer, bien sûr, mais sans jamais renoncer à notre ambition de réforme. Sur la table, des propositions pour renforcer le rôle des branches, mais pas question de revenir sur la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche en matière de temps de travail. Des amendements bien accueillis par la CFDT. Il n'a jamais été question d'affaiblir la branche. Au contraire, on veut les renforcer. Aujourd'hui, ce texte continue d'être un élément porteur de progrès social. Pour Jean-Claude Maïs, il y a un progrès, il n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour une sortie par le haut. Il y a l'impression qu'il y a un article, c'est devenu un totem. Les totems, c'est fait pour les abattre. La CGT, quant à elle, reste en désaccord. Quand on rentre dans le bureau du Premier ministre, il n'y a pas de dialogue. On nous répète toujours la même chose, on ne changera rien. Conséquence de ces désaccords, la journée d'action du 5 juillet sera maintenue. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. Pour découvrir les unes de vos quotidiens, et d'abord, Paul, c'est l'entretien exclusif de François Hollande dans les Échos demain. Brexit, impôt présidentiel, le président de la République se livre et dit ce qu'il veut. Sur le Brexit, le chef de l'État souligne que le choix du peuple britannique est irrévocable. Et à propos d'un éventuel référendum en France sur l'Europe, François Hollande souligne que le prochain rendez-vous démocratique aura lieu lors de la présidentielle. Le chef de l'État parle aussi d'une possible baisse des impôts pour 2017. Elle serait ciblée principalement pour les classes moyennes, selon lui. Enfin, le président répond aux multiples critiques qui viennent de la gauche, de son propre camp. Interview fleuve à lire dans Les Échos. On passe à la Croix. Également une interview exclusive dans le quotidien, cette fois celle de François Fillon, candidat à la primaire de droite pour 2017. Il se livre, il dévoile toutes ses propositions pour la famille. Autre information qui concerne notre quotidien, l'adieu au pochon. Notez qu'à partir de demain, Sonia, les sacs en plastique à usage unique ne seront plus distribués aux caisses de nos magasins, de nos supermarchés. Alors j'espère, Sonia, que vous avez votre cabas à disposition. Vous savez tout. Allez, on regarde la couverture de nos hebdos. L'audace ou la décadence en couverture du Point. On y voit le couple franco-allemand. L'hebdo revient sur le post-Brexit. L'heure des choix fatidiques est arrivée, selon le journal. Le Point propose un dossier spécial sur l'Europe. À lire les éclairages du français Valéry Giscard d'Estaing ou du polonais Lech Walesa. L'Express également fait sa couverture sur l'Europe. Cette thématique, refaire l'Europe. Le Brexit est-il une chance pour une nouvelle union? Tout commence, tout est possible, dit l'Express cette semaine. Merci beaucoup, Paul. À demain. Avec plaisir. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est une psychanalyste reconnue, auteure de nombreux ouvrages de référence sur France Info, comme dans le magazine Psychologie. Elle répond à nos questions, nos angoisses aussi. Son métier, c'est sa passion et son combat. Spécialiste de l'enfance et de la maltraitance. Claude Almos, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous publiez près de 200 de vos chroniques tenues entre 2011 et 2016 dans l'émission Savoir-être. Le livre s'intitule « Une psychanalyste à l'écoute des êtres et de la société » chez Fayard. On va en parler en détail, mais d'abord, je voulais avoir votre regard sur l'actualité. Nous analysons sur nos plateaux de télévision et derrière les micros des radios l'onde de choc des attentats qui frappent partout aujourd'hui. Les journalistes analysent les conséquences, mais c'est un tunnel, un continuum d'attentats depuis des années que nous subissons chez nous ou ailleurs. Les cicatrices, la tension reste permanente. Ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, on le ressent.
également ici. Bien sûr, parce que c'est un massacre de plus et bien évidemment un massacre de trop. Mais comme vous le dites très justement, cette espèce d'accumulation, ça donne une impression absolument désespérante qu'on ne s'en sortira jamais. Et nous sommes extrêmement démunis par rapport à ça. D'abord parce que nous avions l'habitude que des choses comme ça se soient passées il y a longtemps ou se passent très loin de nous, donc ça nous donnait l'idée qu'on était quand même un peu protégés. Mais surtout, nous sommes démunis parce qu'on nous a appris au fil des années, les psys dont je fais partie nous ont appris à... Vous n'aimez pas le terme, on le dira. Je n'aime pas le terme. Mais bon, c'est comme ça qu'on les appelle. Les psys nous ont appris à nous débrouiller à peu près des problèmes de l'intime, de la vie privée. Et ces problèmes sont caractérisés quand même par une chose, c'est qu'il s'agit pour la plupart du temps de fantasmes, de choses de notre imagination. Hein. Alors bien sûr, il y a des vrais événements, hein, des deuils, etc. Mais quand même, beaucoup de ces choses sont des fantasmes de l'imagination. Je me sens moche, je me sens nulle. Et par rapport à ça, on a une prise, on peut faire un travail, on peut discuter, on peut réfléchir, on peut faire quelque chose. Mais par rapport à tout ce qui nous vient de la société ou tout ce qui nous vient des conditions historiques, on se sent totalement démunis et impuissants. Et de fait, on l'est. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que seul, on est impuissant par rapport à ça, et que donc il y a de solutions, je crois, que collectives, pour essayer de résister à ces souffrances, parce qu'il n'est pas question de dire « ah bah c'est terrible, et puis voilà, on va rien faire, on va pleurer ». Non, bien sûr, il faut résister. Il faut résister à plusieurs, il faut se rassembler, il faut que les parents d'élèves dans les écoles mettent ensemble leurs angoisses à l'idée que leurs enfants peut-être pourraient être victimes de quelque chose parce que l'école serait attaquée. Il faut que dans une entreprise, on se mette ensemble, il faut que dans un immeuble, on se mette ensemble, il faut que nous réapprenions le collectif. Et ça fait très longtemps qu'on nous parle du développement personnel, de l'individu, du repli sur soi, etc. Regardons notre nombril, hein, mais notre nombril, là, il ne va pas faire l'affaire du tout. Donc il faut qu'on retourne vers les autres et qu'on apprenne. Il y a eu plein d'époques où des gens, même en France, ont réussi à vivre avec ça. Le jour où il y a eu une déclaration de guerre, il a bien fallu vivre avec. Hein, c'était la guerre. Vous avez parlé d'enfants, Claude Almos. Je repense là, au moment où vous le dites, à ce petit garçon du couple de policiers tués il y a quelques semaines à Magnanville. Il y a eu une vague d'émotions dans tout le pays. En se disant même, les gens qu'on croisait dans le rue nous disaient mais comment on peut aider ce petit garçon ? Alors, on ne le connaît pas, on ne va pas parler de lui, mais on imagine que c'est un long chemin, très long chemin de reconstruction pour lui, pour ceux qui ont là vécu. En plus, là, il a vu tout cela sous ses yeux. Il a vu tout ça, c'est-à-dire qu'il a vécu un traumatisme majeur, ce qui est la même chose qu'un adulte qui vivrait un traumatisme majeur, mais c'est encore pire parce qu'un enfant n'a même pas le minimum de connaissances qui peuvent permettre à un adulte un tout petit peu de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc cet enfant, il lui est arrivé la pire chose qui puisse arriver, voir ses parents tués, voir un assassinat devant lui, que ce soit ses parents, et se retrouver comme ça tout seul, c'est quelque chose d'absolument atroce. Il va falloir que son entourage l'aide énormément et que des prises en charge par des professionnels, et c'est très difficile, l'aident à revenir sur Terre, parce que pour l'instant, il fait ce que fait n'importe quel être humain quand ce qu'il doit vivre est trop lourd pour qu'il le supporte sans devenir fou. Il le met en partie à l'écart, il part, il fuit quelque part dans sa tête, et il faut aller le prendre là-bas, là où il est, dans sa tête, par la main, et essayer de le ramener, ce qui est vraiment, bien sûr, très difficile et très douloureux. Nous vivons actuellement en France l'un des conflits sociaux les plus longs sur un projet, un texte, celui de la loi travail. Cela peut s'expliquer bien sûr par le caractère sensible et concernant pour nous tous de ce thème, le travail. Le rapport au travail justement, Claude Almos, la peur surtout de la perte du travail, ça reste l'une des plus grandes angoisses aujourd'hui de notre société. Bien sûr, et alors c'est très important cette question parce que on pense en général que c'est angoissant pour des raisons tout à fait évidentes, à savoir que le travail c'est ce qui nous donne de l'argent pour vivre et faire vivre nos familles. Donc voilà, et que donc on se dit que si on l'a pas, il y a un stress, etc. C'est beaucoup plus que ça. Moi j'ai écrit un livre, le livre précédent s'appelait Est-ce ainsi que les hommes vivent, pour parler de ces souffrances sociales. Et ce que j'y explique, c'est qu'au fond, nous vivons avec une espèce de croyance impensée mais très forte que nous serions des êtres qui se serait construit dans la vie privée, et puis qu'un jour, nous aurions eu un travail parce qu'il fallait bien une vie sociale, etc. Et donc, ça donne une conception de la vie où finalement, tout ce qui concerne l'être, ce qui est le plus important, toucherait au privé, serait de l'ordre du privé, et que le social, ça serait de l'ordre de l'avoir. Donc c'est très embêtant quand on est atteint là, mais c'est pas fondamental. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que c'est pas vrai. Nous sommes des êtres doubles, nous avons ce que j'appelle très improprement, mais ça a le mérite d'être clair,
une double colonne vertébrale psychique. Nous sommes des êtres qui sommes à moitié des êtres de la vie privée, à moitié des êtres de la vie sociale. Ça commence à l'école. Il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de muraille de Chine. Ça commence à l'école, mais nous avons deux images de nous, nous avons deux sentiments de notre valeur, et quelqu'un, par exemple, qui pense qu'il est un très bon mari, un très bon père, un très bel individu, etc., mais qui se retrouve chômeur de longue durée, avec l'idée que plus personne ne veut donner un centime dans la société pour ses compétences, il est comme amputé d'une partie de lui-même, il ne peut pas avoir sur le plan social une idée de sa valeur. Et c'est donc les atteintes du chômage sont 1000 fois plus importantes que ce qu'on le croit. Et d'ailleurs, ça justifie tout à fait que ce qu'on voit, c'est-à-dire que les chômeurs de très longue durée, ces gens qui pensent qu'ils ne retrouveront pas de travail, et souvent malheureusement ils ont raison, ils sombrent dans la dépression. Et c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, nous trouvons tout à fait légitime que quelqu'un qui a perdu un être cher sombre dans la dépression. On fait ce qu'il faut pour qu'il ne le fasse pas, bien sûr, mais ça paraît pas extraordinaire. Alors qu'un chômeur qui sombre dans la dépression, on se dit que quand même il était fragile. Alors qu'on l'accepte moins, on se dit qu'il était fragile. Et lui-même se dit qu'il est fragile. C'est pour ça que c'est si important d'en parler. Donc il est encore plus dévalorisé, alors que cet homme ou cette femme doit faire le deuil de leur vie sociale, parce que le travail, c'est ce qui nous donne une place légitime. C'est un mot très fort. Là, on parle de souffrance, mais qui est à l'écoute de ces souffrances? Il y a évidemment les psychanalystes. Est-ce que les responsables politiques, là j'extrapole un peu, ils n'arrêtent pas de dire il faut être à l'écoute de la société? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de ces... Là, vous décrivez des cicatrices profondes qui touchent à l'intime. Je crois que même, d'ailleurs, les psys ne parlent pas du tout assez de ces souffrances et ne se rendent pas compte jusqu'où elles vont. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu en parler. Je crois que les politiques ne s'en rendent pas compte. On a l'impression, comme dit l'expression un peu triviale, qui plane à 10 000. Et d'ailleurs, les citoyens le leur renvoient en se désintéressant de plus en plus de la politique, ce qui est absolument dramatique. Ces chômeurs que vous décrivez, ce sont des pères de famille, des mères de famille. On imagine aussi que leur situation, éventuellement leurs difficultés, leur dépression pour les cas les plus lourds, ça peut influencer les enfants. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents aujourd'hui qui ont des enfants? On ne peut pas cacher cette situation, on ne peut pas non plus mettre une muraille de Chine. Comment ne pas faire en sorte que les enfants soient atteints? Alors, il faudrait d'abord qu'on aide ses parents à ne plus avoir honte, parce que c'est quand des gens sont vraiment dans cette espèce de détresse sociale, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils finissent toujours par s'accuser eux-mêmes. Si je m'y étais mieux pris, si j'étais plus compétent, ils ont beau savoir qu'il y a 5 millions de chômeurs, si j'étais plus compétent, et ben quand même, je m'en serais sorti. Donc, ils ont honte d'eux-mêmes. Donc, il faudrait les aider à sortir de la honte. Ensuite, il faut dire la vérité aux enfants, et surtout, il faut expliquer, parce qu'un enfant voit les choses à sa hauteur d'enfant. Quand on est renvoyé de l'école, c'est parce qu'on a mal travaillé ou parce qu'on a fait des grosses bêtises. Eh bien, il faudrait que dans les écoles, dès la maternelle, on explique aux enfants qu'un chômeur, c'est pas du tout quelqu'un qui a mal travaillé ou qui a fait des bêtises. C'est quelqu'un qui n'a pas de travail parce que la société qui devrait lui en donner ne peut pas lui en donner parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, ce qui n'est pas juste. Il faudrait que les enfants sachent ça et ça leur apprendrait à résister à ce qui se passe dans leur famille. Mais il faut savoir aussi qu'on ne travaille ça non plus, les psys ne travaillent pas là-dessus. Enfin, comment est-ce qu'on se construit dans une famille pauvre? Comment est-ce qu'on se construit quand on n'a droit à rien? Apprendre les limites dans une famille, c'est normal. Hein, tu n'auras pas un paquet de bonbons, tu en as eu un hier, bon, ça va comme ça. Mais quand on n'a rien, quand on n'a strictement rien, au supermarché, quand on n'a pas un paquet de biscuits, un paquet de bonbons, et que ça fait 6 mois qu'on n'en a pas, et que dans les 6 mois d'après, on n'en aura pas, et qu'on croise dans les rayons du supermarché un petit garçon avec sa famille, et lui, dans son caddie, dans le caddie de cette famille, il y a des paquets de bonbons. Mais l'enfant, à sa hauteur d'enfant, il vit un sentiment d'injustice et d'arbitraire qui est absolument mais incompréhensible pour lui, qui est une violence terrible. Il n'y a rien de plus terrible pour un enfant que le sentiment de l'injustice. Et qu'est-ce que ça doit être difficile de trouver les mots? Là, je repense à Françoise Dolto. Mais même les mots, disait, il faut justement... Il faut dire, mais il faudrait dire, c'est pas juste. Les parents sont un peu démunis pour dire, parce que les pauvres ont honte de ne pas pouvoir donner ces biscuits, ces gâteaux. Et quand même, on est en train de construire là des générations dans la violence et dans la frustration. Et moi, ma grande inquiétude, c'est de me demander ce que ça va quand même donner dans les années qui viennent, parce que ces enfants vont devenir des adolescents, ces adolescents vont devenir des jeunes adultes, puis des adultes, et ça va donner quoi? Et je pense que par rapport à ça, notre société ne fait pas preuve de responsabilité. Ils sont imprégnés dans un débat public, politique, qui connaît une violence verbale qui va crescendo. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une véritable interrogation. Claude Almos, je dis
disiez tout à l'heure en débutant cet entretien que vous êtes une psychanalyste, je ne dis pas psy, reconnue, et également cathodique, médiatique. Depuis de nombreuses années, vous avez été à la télévision, il y a France Info. Là, on parle, on ne fait pas de consultation, on parle de la matière de la psychanalyse et puis de la société d'une manière générale. Est-ce que vous pensez que le support de la télévision se prête à votre métier? Ça m'a toujours intriguée. Alors, moi, quand on m'a proposé de faire de la télévision, franchement, je ne voulais pas. C'était à Canal+. Oui, c'était à Canal+, en 92, ce qui ne rajeunit pas, en tout cas, ce qui ne me rajeunit pas. Mais bon, je pensais que c'était totalement incompatible. Vraiment, je ne voyais pas comment on pouvait faire ça, parce que la télévision demande des réponses, parce que la télévision demande des réponses généralisables, voilà, et que la psychanalyse, elle procède plutôt par question, même si au bout du compte, on trouve des réponses. Et puis, parce que la psychanalyse, elle fait que dans le singulier, chaque être est un être particulier pour un psychanalyste, et donc on ne peut pas généraliser. Et puis, je me suis rendu compte, en tentant l'expérience, que c'était un formidable outil d'éducation, si on sait l'employer, la télévision, qu'on peut faire des choses formidables, on peut apprendre plein de choses à des parents, et ça leur permet de sortir de plein de souffrances. On peut surtout éviter aux enfants, par exemple, mais aux adultes aussi, plein de souffrances inutiles. Il y a des souffrances dans la vie, on ne peut pas les éviter. Franchement, on ne pourra pas éviter de rencontrer des deuils, des ruptures, des échecs. Bon, ça, ok. Mais il y a des tas de souffrances inutiles dont on entend parler par les adultes quand on est psychanalyste, les adultes qui viennent faire une analyse, qui racontent comment, si tel adulte de leur entourage leur avait pas fait ci, leur avait pas fait ça, ils n'auraient quand même pas été aussi malheureux pendant toute leur enfance et leur adolescence. Et ça, ensuite, on peut s'en servir pour les enfants et dire, attention, ça, on peut l'éviter. Et puis, on peut aussi faire en sorte que les gens aujourd'hui, qui au moindre problème se font bourrer de médicaments et mettre des étiquettes psychiatriques diaboliques qui les font se sentir différents des autres, on peut aussi leur expliquer qu'il y a un autre abord des choses qui est possible. Et de ce point de vue, il y a une diffusion de la psychanalyse, mais ça demande beaucoup de travail et ça demande une grande exigence éthique. Vous dites attention, et là je dis sciemment aux psys 2 minutes chrono qui vont venir sur un média et puis délivrer un petit peu, placer la recette miracle. Alors si on fait 2 minutes, moi j'avais 2 minutes 10, j'ai 2 minutes 10 sur France Info, ça veut dire qu'il faut un énorme travail pour essayer d'articuler un raisonnement en 2 minutes. Comment et de donner le maximum. En 2 minutes 10, parfois à des questions existentielles. Alors, on ne peut pas répondre à des questions existentielles. J'ai jamais prétendu, d'abord parce que j'ai jamais rencontré les gens, donc je serais bien incapable. Moi, je parle jamais des hommes politiques. Je sais pas quoi, je les connais pas. Je vois pas. Je suis pas Madame Soleil. Je vois vraiment pas ce que je pourrais dire d'eux. Par contre, ce que j'essaye toujours, c'est d'expliquer les grandes lignes du fonctionnement d'un problème, avec l'idée que ensuite les gens, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, etc., vont pouvoir se saisir de ces explications et envisager le problème autrement qu'ils ne l'avaient fait jusque-là. Et du coup, progresser vers une sortie du tunnel. Et puis, quand même, l'idée qu'un problème, ça s'explique, que c'est pas juste parce qu'on aurait, je sais pas quoi, un gène défaillant ou qu'on serait particulièrement fragile ou idiot, c'est quand même quelque chose qui soutient le moral. Et puis, quand on donne pas de conseils aux gens et qu'au contraire, on les appelle à se prendre en main, ils sont dans une position active et à partir de là, ils sont face au problème. C'est pas le problème qui est le plus fort. Vous êtes quelque part, non, même pas quelque part, vous êtes un miroir de notre société. Plus on vous consulte, j'allais dire, c'est dire que plus on va mal. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce lien direct, cette équation? Je ne sais pas, parce que si vous voulez, le psychanalyste reçoit des gens pour les souffrances de leur vie privée et de leur vie sociale, mais individuellement. Je crois qu'il y a aujourd'hui des millions de gens qui souffrent dans notre pays à cause de la crise économique, à cause de la situation économique, du fait du chômage, du fait de, même quand ils ne sont pas au chômage, du fait de l'appauvrissement, parce que tous craignent pour leurs enfants, même si pour eux ça peut encore tourner à peu près rond. Et ces gens-là, il n'y a rien pour les aider. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Des angoisses. Parce que, on vient vous voir aussi parce qu'on a peur pour les enfants, pour le déclassement des autres générations. Oui, mais ça ne résout pas. Enfin, c'est pas individuellement, au cas par cas, qu'on va pouvoir résoudre tout le problème de tous ces millions de gens. Je crois qu'il faudrait faire autre chose. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où pour le moindre problème, il y a des cellules psychologiques de soutien, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Hein. Mais par contre, pour ce qui est du chômage, etc., il n'y en a pas. Alors c'est quand même fabuleux, parce que le traumatisme majeur, le licenciement, d'autres l'ont dit avant moi, c'est toujours un traumatisme, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se passe. C'est un traumatisme qui n'est pas soigné. Et là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. C'est débrouillez-vous. Hein.
Est-ce que vous seriez intéressé d'ailleurs par une émission de télévision? Parce que vous avez dénoncé tout à l'heure, et à juste raison, on le constate souvent, une violence verbale. Est-ce qu'il faut davantage écouter, s'écouter, et puis laisser plus de place à la psychanalyse, mais la psychanalyse au sens de, j'allais dire, de Lacan et de Dolto, c'est ainsi qu'on l'entend à la télévision, dans les médias? Je crois qu'en tout cas, par exemple, dans le domaine des parents et des enfants, il y aurait vraiment la place pour des émissions où, au lieu de donner des conseils aux parents, faites ci, faites ça, ma bonne dame, ce qui est toujours facile à dire et très difficile à faire, on essaierait vraiment de leur expliquer des choses. Et moi, depuis le temps que je travaille et que je réponds comme ça, de cette façon-là, à des questions, j'ai suffisamment de témoignages qui me montrent que ce serait vraiment, vraiment utile. Et ben voilà une bonne idée, peut-être un futur projet. Merci beaucoup, en tout cas, Claude Almos, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci encore. On arrive presque à la fin de notre émission. Comme d'habitude, à suivre, c'est le zapping du Public Sénat, tout ce qui s'est dit, vu aujourd'hui sur notre antenne. L'image de l'explosion, ça pose une double question. D'abord, celle de la déontologie de certains médias et de certains journalistes qui, avant même de mettre en ligne ce type d'image, doivent se poser la question. En France, il se trouve que ce type d'information est supervisé par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a parfois haussé le ton, et notamment au moment des attaques terroristes. Mais qui intervient en France. après, forcément. Mais qui intervient après. Et on voit bien que là, quand vous dites ça tourne en boucle, c'est notamment sur les réseaux sociaux. Bien sûr. D'où l'idée d'une double responsabilité, celle des plateformes numériques qui doivent retirer immédiatement et de leur propre initiative les contenus manifestement illicites. On va en venir au moment vécu par Emmanuel Cos, épouse de Denis Baupin, au lendemain des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle portées contre son conjoint. Il s'agit de la première prise de parole d'Emmanuel Cos après les révélations du Monde et de Mediapart. C'est à la radio, mais c'est filmé. Est-ce que vous saviez? Je vais déjà vous dire les choses assez simplement. J'ai été très touchée en tant que femme, en tant que compagne, en tant que mère et aussi en tant que ministre. Parce que les questions de violence faites aux femmes, c'est pour moi quelque chose qui est inhérent à mon combat politique depuis très longtemps. Et si c'est votre question et de savoir si j'ai confiance en mon conjoint, oui. On ne sait pas si elle savait, mais c'est sûr qu'elle prête crédit à ce qui est dit. Oui. Ah bon? Oui, parce que, même si elle dit qu'elle a confiance, etc., elle regarde pas elle revient dans son monde et elle n'est pas du tout en situation de riposte. Quand on a, vous voyez, elle devient comme l'animal blessé, le corps tombe à gauche, et le corps tombe à gauche plutôt qu'à droite. Oui, dans les situations où on revient sur soi. Et contre des choses qui sont si graves, quand on devrait être offusqué. Si on n'est pas offusqué, c'est qu'il y a une partie de nous qui se dit, bien, et si c'était vrai. Ce référendum n'a pas été organisé pour une autre raison que pour régler un problème interne à une formation politique, et c'est d'avoir pris une très lourde responsabilité d'avoir mis le Royaume-Uni dans cette difficulté, mais l'Europe aussi. Le Brexit doit être un choc et même un électrochoc. C'est une évidence. Pas pour punir nos amis anglais. Parce qu'on ne punit pas, mes chers collègues, un peuple sous prétexte que son vote ne nous convient pas. Mais un électrochoc pour l'Europe parce que je pense que c'est la dernière chance. C'est une deuxième chance, mais il n'y aura pas de troisième chance. C'est ou la refondation, mes chers collègues, ou bien la dislocation. En ce qui concerne les objectifs de dépenses, ce que nous constatons, c'est que il y a un effort plus important qu'hier de maîtrise de la dépense. Donc mais ça, c'est plutôt positif. Et ça, c'est plutôt positif. Mais que les objectifs avancés par le gouvernement ne sont pas totalement respectés au regard des économies sur lesquelles il s'était engagé. Et effectivement, nous avons une divergence d'appréciation. Pour nous, c'est plutôt 12 milliards d'économies plutôt que 18, mais c'est déjà 12 milliards. Oui, bien sûr. Mais reste qu'il en manque 6 quand même. Il en manque 6 par rapport aux engagements.
Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Puis on se retrouve comme d'habitude à 22h jusqu'à 23h30 pour vos débats, décryptages. Et puis le grand entretien demain, ce sera avec l'essayiste et philosophe Gaspard Koenig. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie. À demain.